Et du coup, rebonjour à tous. On va du coup reprendre tranquillement avec une petite présentation sur la programmation embarquée. Je vais expliquer un peu plus ce que c'est. Vas-y, tu peux switcher. Du coup, avant de commencer, je vais me présenter un peu. Je m'appelle Corentin, je suis du coup l'encadrant de l'équipe Evotech, mais avant tout, je suis ingénieur embarqué chez Kickmaker, une société qui fait bureau d'études et à la fois société de conseil. Et je vais parler aujourd'hui surtout de quelque chose qui est en fait qui est mon métier de base, de qu'est-ce qu'on fait dans la programmation embarquée, qu'est-ce que ça implique, et du coup quelques exemples de ce que vous pouvez faire, enfin ce que vous serez amené à faire si vous participez à la Coupe de France robotique par exemple. Hops. Du coup, déjà, la définition, qu'est-ce qu'un système embarqué? Un système embarqué, c'est, d'après Wikipédia, un système électronique et informatique autonome. Ouais, ok. Un système embarqué, ça désigne pas que du code, ça désigne à la fois le matériel et le logiciel. Typiquement, une carte électronique, une Arduino avec du code qui tourne dessus, c'est un système embarqué. La carte et le logiciel à la fois. Ça compte les deux. Pour faire simple, c'est un système avec des ressources limitées. Vous n'êtes pas sur un ordinateur avec un GPU qui va pouvoir vous afficher un jeu vidéo à 60 FPS. Vous êtes sur une carte qui va avoir du mal à juste afficher une image si elle a la possibilité de faire. Et encore, il n'y a pas forcément de possibilité de faire du graphique. Plus ou moins vrai. Souvent, c'est indépendant. C'est un système qui va tourner dans son coin. Bon, il va le brancher à des trucs, etc. Mais le but de ce système, c'est d'avoir un système qui tourne dans son coin et qui fait des tâches en parallèle d'autres choses dans on va dire dans votre projet entier. Dans un avion, on va avoir plusieurs systèmes embarqués qui vont avoir plusieurs choses, plusieurs tâches. Il va y avoir un système qui gère le vol de l'avion. Il y a des systèmes de sécurité. Il y a des capteurs qui sont des systèmes embarqués qui vont tourner dans leur coin. Le but, c'est de pouvoir avoir plusieurs unités déportées qui font leurs tâches et qui communiquent ensemble pour se mettre d'accord. Ça peut avoir des contraintes temporelles. Typiquement, on va parler de système par exemple temps réel quand le système doit respecter une contrainte temporelle. Je vais faire un exemple simple. Vous êtes sur une fusée, vous avez besoin de savoir l'angle de votre fusée constamment. Donc vous allez faire en sorte que votre système il respecte une contrainte, par exemple que tous les 10 millisecondes, il recalcule l'inclinaison de la fusée pour pouvoir se corriger. Là, il y a une contrainte temporelle de je respecte que toutes les 10 millisecondes, j'ai ce calcul qui est fait. Et donc, potentiellement, un système embarqué doit respecter cette contrainte, plus ou moins. Alors, pour la Coupe de France de robotique, c'est pas important, mais ça peut l'être. Ça pourrait être intéressant. Et souvent, ces systèmes sont critiques. Alors, peut-être critiques. Le système embarqué dans une cafetière ou dans un lave-linge, on s'en fout, c'est pas critique. Hein. Si ça plante, peut-être que tu perds des vêtements, mais c'est pas trop grave. Un système dans un avion ou dans une voiture, c'est un peu plus critique parce que si tu perds les freins, là, du risque. Il y a du risque matériel et du risque aussi en vie. Bref, faire du développement embarqué, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un métier à part entière. Littéralement, le métier d'ingénieur embarqué, c'est un métier très important et on en cherche beaucoup, de plus en plus, puisqu'on a tendance à à faire des systèmes embarqués de plus en plus complexes et à peu près dans tout et n'importe quoi. Une montre, des lunettes, enfin, vous pouvez prendre des exemples qui sortent en ce moment, il y en a plein. Ce métier, ça nécessite de connaître la plateforme sur laquelle on développe et de connaître notamment plusieurs plateformes. Là, on va avoir besoin de faire du code qui soit efficace et qui fonctionne bien sur une plateforme spécifique. Alors que quand on développe sur PC, généralement, on s'en fout de comment fonctionne le CPU. Genre, ça peut être intéressant, mais c'est pas important. Dans ce métier, on fait surtout le lien entre le hardware, donc le matériel, par exemple, d'un robot, et le logiciel, on va dire, la globalité du système qui tourne sur le robot. L'idée, c'est vous avez des capteurs qu'il va falloir lire. Il y a un logiciel, il y a une IA qui dit j'ai besoin de savoir cette telle information pour pouvoir prendre une décision. Vous allez faire le morceau de code qui va venir lire le capteur, faire du traitement et renvoyer la valeur à l'IA qui va faire ah merci de m'indiquer qu'il y a l'objet de telle couleur. Voilà, c'est ça le but d'un ingénieur embarqué. Les développements sont souvent critiques parce que on va s'attendre que votre code tourne de manière robuste, fiable et surtout qu'il n'ait pas de crash, sinon vous avez potentiellement des risques. Et dans l'industriel, on est souvent obligé de suivre des normes, hein, que ça dépend de dans quel domaine vous travaillez. Avionique, il y a des normes. Ferroviaire, il y a des normes.
Automobile, il y a des superbes normes. Médicales, j'en parle même pas. Voilà, bon, bref, on se tape une pétachée de, on va dire, une bonne grosse dose de normes. En plus, on est en France, donc on adore ça, les normes. On en fout pour tout n'importe quoi. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il y a potentiellement des normes et bah, faut les lire avant de. Enfin, faut s'enseigner de quoi elles parlent avant de commencer à faire son dev, parce que potentiellement, vous serez déçus. Interaction hardware. L'idée, c'est que du coup, dans ce genre de développement, on va venir interagir avec du hardware. Donc, il va falloir connaître ces interactions. Ça veut dire faire de l'électronique, potentiellement. Et pouvoir potentiellement diagnostiquer quand cette interaction se passe mal. Typiquement, si on prend de manière simple, vous allez devoir interagir avec des signaux électriques. Donc, un signal électrique, c'est juste un échange d'informations de base. Mais on va dire qu'il y a deux types de signaux électriques. Il y a les signaux analogiques et numériques. Analogique, c'est une valeur qui va fluctuer entre 0 volt et une tension de référence. Donc, potentiellement 5 volts, par exemple, sur Arduino. Et du coup, vous allez devoir potentiellement lire cette valeur. Alors qu'un signal numérique, c'est un signal qui ne varie qu'entre 0 et 1. 1 étant la tension de référence, donc potentiellement 5 volts sur Arduino, où là, votre signal, il faut 0 ou 1. Pas une valeur, il n'y a pas de valeur entre les deux. Ça permet d'échanger des informations simples. Typiquement, en digital, vous envoyez des 0 ou des 1. Donc 0, je suis éteint, 1, je suis allumé. Analogique, vous pouvez envoyer un pourcentage, par exemple. Donc on utilise pas mal de ce genre de signal de base. Quand vous allumez une LED, c'est un signal 0 ou 1, ça tombe bien. Quand vous allez avoir un niveau de batterie, c'est potentiellement un signal analogique, parce que votre batterie, c'est un pourcentage, et donc la tension de la batterie, techniquement, vous pouvez le transformer en pourcentage. Une température, les capteurs de température de base, ils envoient une tension analogique. Alors, il y en a des plus compliqués, mais de manière simple, voilà. Donc, c'est la base, et il faut savoir lire et interpréter ces signaux, on va dire de manière simple. Il y a des manières compliquées d'interpréter ça, mais on va rester sur quelque chose de simple pour l'instant. D'ailleurs, on a des 0 et des 1 pour échanger des informations, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc on a commencé à rajouter des contraintes sur les signaux pour pouvoir interagir un peu mieux. Donc on a un des premiers signaux que vous êtes obligé d'apprendre à maîtriser, qui est le PWM, pour Pulse Wave Modulation, avec mon magnifique accent. Donc l'idée de ce signal, c'est que on a un signal périodique, donc ça veut dire qu'il se répète dans le temps. D'après un signal, d'après une fréquence donnée qui est configurée quand on initialise la carte, généralement, et on va faire venir varier la largeur d'impulsion. Donc vous avez votre signal qui se répète là, ça fait des jolis créneaux, et vous avez une largeur d'impulsion qui est ici, et en fait, avec le PWM, on va venir justement jouer sur cette largeur d'impulsion. Et en fait, derrière, la personne qui reçoit le PWM va l'interpréter, où en fait, il va prendre, d'après la fréquence, la largeur d'impulsion, le temps de l'impulsion, et grâce à ça, il peut déterminer un pourcentage. Donc, vous pouvez avoir des valeurs entre 0 et 100%. Et en fait, ce signal permet d'émuler une valeur analogique, mais avec un signal qui vaut 0 ou 1. C'est ça le but. Et donc, on s'en sert beaucoup pour, par exemple, contrôler la vitesse d'un moteur. Vous avez une valeur entre 0 et 100%. C'est cool. Avec ça, on peut piloter la vitesse d'un moteur. Contrôler la position d'un servomoteur, même chose. Alors c'est pour des raisons un peu particulières, mais on pilote généralement la position d'un servomoteur avec un signal PWM, ou alors juste envoyer des données entre 0 et 100%. C'est une façon de faire quand on n'a pas accès à des signaux analogiques. D'ailleurs, on a commencé à se dire, on aimerait bien échanger des informations un peu plus complexes quand même, parce que, genre, je veux indiquer par exemple une couleur avec un signal PWM, c'est un peu compliqué. Il y a peut-être des moyens, je pense, mais ça commence à faire des choses un peu compliquées pour juste dire bonjour, c'est rouge ou vert. Donc on a inventé ce qu'on appelle des bus de communication, qui sont en fait, on utilise des signaux digitales, mais on va interpréter ces signaux d'une certaine manière, où en fait c'est de l'information. L'idée, c'est donc le plus connu, le serial, qui est un must qu'il faut connaître, il n'y a pas le choix. Là, c'est même pas une option. C'est un bus où l'idée, c'est qu'il y a deux fils de signaux. Il y a le TX et le RX, pour TX pour transmission et RX pour réception. Et on va revenir relier deux appareils avec ces signaux en inversant, bien sûr. La transmission de l'un va sur la réception de l'autre et inversement, sinon ça ne marche pas. C'est une des erreurs les plus connues à la coupe, c'est pas une blague. Généralement, tu peux répondre à quelqu'un, vous avez pensé à inverser vos fils, et là, ça marche bizarrement. Bon.
Et l'idée, c'est les deux appareils savent à quelle vitesse ça va communiquer. C'est quelque chose qu'on va configurer. Donc, par exemple, on va dire je vais communiquer à une vitesse, alors c'est en beau, c'est une unité particulière, mais je vais communiquer à 115 200 beau. Ok, les deux appareils connaissent la vitesse, c'est cool. Et les appareils, quand ils vont communiquer, ils vont venir, celui qui reçoit va découper le signal qu'il reçoit par rapport au timing. Donc, c'est que vous allez envoyer un signal qui va avoir un peu cette forme, donc ça va varier de 0 à 1, et l'appareil qui reçoit va venir découper en disant ok, alors ça c'est le démarrage, donc je détecte qu'on veut me parler, là c'est à 0, 1, 2, 3, et en fait après on lit les valeurs et on est capable de se dire ok, j'ai reçu 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, du coup généralement c'est sur 8 bits, donc on a 8 valeurs de 0 ou 1. Et en assemblage, ça fait un caractère ASCII par exemple, donc ça fait 0x53 quand on l'assemble en hexa et ça fait le caractère S. Voilà. Et de base, ça permet de pouvoir échanger des informations facilement entre deux appareils. C'est standard, c'est ce qu'on utilise par exemple pour programmer à peu près tous les microcontrôleurs de base. Vous avez des ports disponibles pour le debug accessibles avec ça, enfin bon, bref, un must à connaître. Et c'est fiable. C'est très fiable, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie généralement là-dessus, et c'est facile à mettre en place, genre deux fils et vous avez connecté. On va aller sur un peu plus compliqué, le bus de communication suivant, l'I2C, qui a introduit un concept. Le nom du concept ça va changer, mais le concept ça va être toujours comme ça pour l'instant, c'est master-slave. L'idée c'est que vous avez un ou plusieurs masters, c'est possible, qui vont contrôler la communication avec plusieurs slaves, donc plusieurs cartes filles ou esclaves, qui en fait ne vont interagir que quand le master les demande. Typiquement, je suis le chef de projet, j'envoie bonjour, tu m'envoies le rapport, mon esclave slash, ça passe dans le contexte actuel, esclave slash développeur va m'envoyer le rapport que je lui ai demandé. C'est comme ça que ça fonctionne. L'idée c'est qu'il y a deux fils, SDA, SCL, donc on n'a que deux fils, ça c'est intéressant. Et SCL, c'est pour le signal de clock, donc d'horloge, qui va permettre au master de cadencer la vitesse de l'échange avec les esclaves. Donc il va générer un signal qui se répète, périodique, qui varie entre 0 et 1. Et selon la vitesse de ce signal, les esclaves vont savoir que le master parle à cette vitesse. Et derrière, on a un fil de données, SDA, pour slave data d'ailleurs, qui permettent d'envoyer des informations. Donc typiquement, vous avez un exemple un peu de signaux. SCL va varier entre 0 et 1 comme ça de manière répétitive. Et SDA va être un 1 ou 0 selon ce que veut envoyer le master. Et derrière, le slave va pouvoir comprendre. Et pour savoir à qui il parle, le master va envoyer à une adresse précise. Il va écrire « je veux parler à l'esclave de telle adresse ». Et l'esclave, lui, il a une adresse configurée, il va faire « ah, il parle à moi » ou « non, il parle pas à moi, je m'en fiche ». Et l'idée, c'est de pouvoir s'adresser à une multitude d'esclaves connectés sur le même bus, parce que chacun des esclaves a une adresse différente, normalement. Et ça permet de pouvoir mettre une infinité de capteurs sur un seul bus avec deux fils. Super intéressant, dans les robots de la coupe on en voit beaucoup. On s'en sert surtout sur des capteurs, donc, comme dans l'IoT, donc la majorité des capteurs que vous allez trouver, ça va être sûrement en I2C. Mais voilà. Dans le même concept similaire, le SPI, pour Serial Peripheral Interface d'ailleurs, j'aurais peut-être dû l'écrire, on est très similaire à I2C, mais un peu différent, où l'idée c'est que là, il y a plus de fils. Vous voyez, il y a une petite myriade de fils. On a SCLK qui est toujours la vitesse, le signal de clock qui permet de cadencer les esclaves, qui permet au master de dire je parle à telle vitesse. Et on a deux fils, MOSI et MISO. MOSI pour Master Output Slave Input et MISO pour Master Input Slave Output. À la différence de I2C ici, quand le master parle via le MOSI à un slave, le slave lui répond en même temps sur l'autre signal, donc le master input slave output. Il y en a un dans un sens, un dans l'autre sens, et ça permet d'aller beaucoup plus vite sur les échanges qu'avec l'I2C. Où l'I2C, seul un appareil peut parler à la fois, donc soit le master, soit le slave, mais pas les deux en même temps. Et pour savoir à qui il parle, il n'y a pas un système d'adresse, donc on gagne du temps aussi, puisque le master n'a pas besoin de transmettre l'adresse à qui il parle. Le master va utiliser un signal qu'on appelle un SS pour Safe Select ou CS pour Ship Select, ça va dépendre de ce que vous trouverez. Et il va dire, via un fil, il a un signal par slave à qui il est connecté, et il va, via ce signal, indiquer au slave, et c'est à toi que je parle. Donc en fait, les autres qui sont sur le bus vont totalement ignorer la communication.
Voilà. Et on s'en sert aussi beaucoup pour le décapteur, mais c'est plutôt pratique et ça parle plutôt vite. Ça parle plus vite en tout cas que l'IDC. Dernier bus que j'évoque, qu'on peut retrouver beaucoup à la coupe, qui est le bus CAN, qui vient de l'automobile pour le coup. Donc si vous prenez une voiture, il y a 2 bus CAN dans une voiture, voilà. Enfin, 2 ou plus, quand les constructeurs craquent un peu trop. Et là, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de master slave. C'est un protocole, un bus de communication qui, en fait, permet de faire communiquer plusieurs nœuds. Qu'est-ce qu'un nœud? C'est une carte dans votre voiture. Peu importe. Et tout le monde est en fait à égalité là-dessus. Il n'y a pas de gens qui cadencent, il y a personne qui cadence la vitesse. Tout le monde est configuré avec une vitesse connue. Donc on dit à Slave, je te connecte au nœud, je te connecte à un bus de telle vitesse et après ils s'adaptent tous. Et l'idée, c'est il y a un système de priorité où en fait on peut définir que telle personne parle en même temps. Il y a des systèmes de sécurité qui fait que il n'y a qu'une personne qui parle en même temps, mais le bus est extrêmement rapide pour le coup. On monte à du 1 méga, 2 mégas. Bon, par rapport à l'Ethernet, c'est rien, mais pour ce genre de choses, c'est plutôt pas mal. C'est très fiable et rapide. Par contre, c'est ultra difficile à mettre en place généralement. Ça demande pas mal de temps, mais parce que c'est pas quelque chose qui est non plus très ouvert, qui est très accessible pour les débutants. Mais une fois qu'on l'a qui fonctionne, c'est plutôt cool parce qu'on a un bus qui est bien et on peut rajouter plusieurs appareils sans devoir impacter le reste du système. Et c'est 2 fils en plus, il n'y a que 2 fils. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Bref, maintenant je vais parler un peu plus plateforme. Sur quoi on va programmer? Là, il y a pas mal de plateformes disponibles et le choix, vous pourrez passer 4 ans à choisir. Là, pour le coup, il y a tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Si on regarde sur AliExpress, là, vous serez servi. On a 3 grands types qu'on retrouve beaucoup et qu'on retrouve notamment à la coupe. On a les microcontrôleurs. Alors, j'évoque ces 3 types-là. Il y en a d'autres. Il y a aussi des combinaisons de ces 3 types. Ce qu'on appelle les plateformes hybrides où vous pouvez retrouver l'un avec l'autre dans le même composant. Bon. C'est un peu particulier. Et il y a 2-3 autres trucs, mais on va éviter. Mais donc, il y a 3 grands types, les plus connus. On a les microcontrôleurs, que j'évoquerai un peu plus que c'est après, qui permet de faire du code bas niveau, généralement. Donc là, vous pouvez vraiment... c'est généralement ce genre de plateforme qu'on va choisir pour faire l'interaction hardware. On a les mini-PC qui accueillent un système d'exploitation comme Windows ou Linux, ou tout ce que vous avez envie de mettre dessus qui fonctionne, mais c'est une mauvaise idée généralement de partir sur des trucs exotiques. Donc là, par exemple, pour le microcontrôleur, j'ai mis une Arduino qui est le plus connu, et pour le mini PC, j'ai mis une Raspberry Pi. C'est les 2 plateformes genre typiques. Quand on cherche sur Internet, c'est les premières qui vont sortir et les plus accessibles. Et après, on a les FPGA pour Frame Programmable Gate Array. C'est un espèce de composant qui est muni de millions, voire de milliers, voire de millions de portes logiques et qui permet de faire du traitement de signal très efficace. C'est génial pour faire du hardware, mais c'est une très grande difficulté à mettre en place et ceux qui en ont dans leur robot, ils ont envie de mourir. Je ne viserai personne dans la salle. Et typiquement, il y a un mec dans l'équipe qui sait faire ça, il le fait parce qu'il a envie de le faire, et après les autres ils subissent le choix. C'est une horreur, et si on ne sait pas, et le problème c'est que c'est dur à transmettre, c'est dur à comprendre comment ça se passe, et les outils sont pas accessibles en plus, enfin pas très accessibles, il y en a mais quand même, voilà. Donc généralement en école on apprend à le faire quand même, parce que c'est plutôt intéressant, mais généralement il y a très peu d'ingénieurs qui font ça dans la vie derrière. Il y en a quand même, mais beaucoup moins que sur les microcontrôleurs ou les mini-PC. Bref, j'ai fait une comparaison donc microcontrôleur et mini-PC, ce que vous avez plus de chances de manipuler, on va dire. Le FPGA, si vous avez envie, faites-vous plaisir, mais bon, je le déconseille. L'intérêt, c'est que le microcontrôleur va être muni de plus d'interfaces bas niveau pour pouvoir faire des choses comme lire des signaux analogiques, faire du CAN, faire de l'I2C, du SPI, etc. Les mini-PC, eux, ça va être des interfaces plus haut niveau, même s'ils ont quand même des interfaces bas niveau. Sur la Raspberry Pi, vous avez un bus I2C, un bus serial. Mais lire des signaux analogiques, c'est pas possible sans rajouter des composants. Donc voilà, et elle va avoir plus, par exemple, une Raspberry Pi, la dernière qui sort, elle a un PC Express, un USB, un Ethernet, donc presque la même chose que vous avez dans votre PC fixe ou PC portable. Et du coup, là, vous pouvez faire des choses, vous allez avoir accès à plus de possibilités, mais pas évident pour faire vraiment du traitement hardware. Du côté microcontrôleur, on va être sur quelque chose qui va être de faible performance, mais pas très cher. La complexité aussi pas très difficile.
La consommation faible, pour le coup, un microcontrôleur ça consomme presque rien. Et par contre, c'est pas multitâche. Alors que la différence, ça dépend sur les gammes. Maintenant, il y a des microcontrôleurs qui vont taper sur le champ des hautes performances et de la haute consommation, mais bref. Là, j'évoque, on va dire, le général et quand on prend des microcontrôleurs de base. Et sur les mini PC, on va être plutôt quelque chose qui va être sur la haute performance. Là, on va pouvoir commencer à faire du traitement d'image, faire du réseau de neurones, faire de l'IA. Par contre, on va être sur des prix plus conséquents. Une carte Arduino, ça vaut 30 € quand on achète une officielle, 5 € quand on l'achète sur AliExpress. Un mini PC, on est plus sur du 40-50 €, voire sur du vraiment mini PC qu'on utilise par exemple dans l'industrie, on monte à 200, 300, 1000 € facilement. Et du coup, il y a vraiment une différence et c'est conséquent. C'est plus complexe, sachant qu'il y a un système d'exploitation, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est moins évident. Ça consomme beaucoup plus. Là, vous allez exploser la consommation de votre robot avec ça, mais bon, si vous avez envie d'avoir un OS, c'est intéressant. Par contre, c'est multitâche. Enfin, c'est plus multitâche que sur un microcontrôleur maintenant, et c'est l'essence même avec un système d'exploitation où vous pouvez faire tourner plusieurs tâches en même temps et avoir un système de priorité. Bon, je n'évoquerai pas ça aujourd'hui, puisque là, je vais me concentrer plutôt sur les microcontrôleurs de base. C'est l'outil de base, et quand on veut faire la coupe, c'est tout ce qu'il faut, généralement. Aller sur du mini PC, c'est quand on veut commencer à faire des choses intéressantes, avoir un robot qui se localise dans l'environnement, qui a des caméras pour voir les éléments de jeu. Pour le coup, il n'y a pas besoin de ça pour participer. Juste une Arduino pourrait suffire à s'homologuer et à participer, donc on va dire rester là-dessus. Qu'est-ce qu'un microcontrôleur? Un microcontrôleur, c'est une unité de calcul simple. Généralement, c'est petit. Niveau fonctionnalité, c'est pas non plus énorme, mais c'est suffisant. C'est muni de tous les périphériques nécessaires. À la différence, on va dire, par exemple, si vous prenez un microprocesseur tout seul, bah, vous pouvez le brancher comme ça, il ne va pas faire grand chose. Il va falloir rajouter pas mal de choses avec. Le microprocesseur, les microcontrôleurs, c'est un composant, il y a déjà tout intégré. Généralement, il y en a où il y a même besoin de rien mettre du tout, même pas un quartz. C'est cool. Ça coûte pas cher. Pour le coup, on est sur quelques dollars, et pour les plus chers, à une vingtaine d'euros quand on commence à choisir des modèles plus conséquents. Plus à cause on va dire, d'une certaine pandémie slash manque de composants sur le marché, mais ça c'est un autre souci. C'est facile à intégrer pour le coup, un microcontrôleur sur une carte électronique, ça ne prend pas trop de temps, et le développement est très rapide, puisque c'est quelque chose qui est plutôt facile à prendre en main. On en trouve dans tout. Littéralement dans tous les appareils du quotidien. Vous ouvrez votre grille-pain, votre machine à laver, même les jouets, il y en a dedans généralement, quand les jouets commencent à avoir de l'électronique. Par contre, on en trouve aussi dans les plateformes critiques, en fait, dans les trucs qui vous entourent et qui risquent de vous tuer. Les avions, les voitures, les appareils médicaux, voilà. On en a vraiment, vraiment partout. C'est la base et de l'électronique moderne. Et voilà. C'est pour ça que c'est important à prendre en main aussi. Architecture type d'un microcontrôleur. Donc j'ai sorti ça vient d'un vieux microcontrôleur de chez Intel, donc c'est pas trop de référence si vous comparez à des architectures modernes. J'en montre une un peu plus moderne après, mais voilà, ça représente un peu. L'idée, c'est que vous avez comme un microprocesseur un CPU, donc un computer, c'est programmable unit. Ouais, ça doit être ça. Computer programmable, j'ai vu. Bon bref, c'est l'unité de calcul du microcontrôleur, et dans votre ordinateur pas de base, vous avez des CPU, dans votre ordinateur c'est la même chose. C'est une unité qui va exécuter les instructions de code et qui va faire des choses. Ok. Derrière, vous allez avoir de quoi commencer le CPU, donc ce qu'on appelle un oscillateur typiquement, qui va dire le CPU il va tourner à telle vitesse. Ok. J'évoquerai le truc bleu après. Vous avez le CPU va être connecté via un bus avec tous les périphériques qui sont intégrés de base à l'intérieur. Et vous pourrez rajouter des périphériques si vous avez envie plus tard. Il y a des CPU qui proposent, des microcontrôleurs qui proposent de pouvoir rajouter d'autres périphériques si vous avez besoin. Vous avez de la ROM, ok. Vous avez de la RAM. J'explique simplement. La ROM, c'est la mémoire morte, donc la mémoire qui va rester sur le microcontrôleur, même quand vous l'éteignez, ça ne s'efface pas normalement. Et la RAM, c'est la mémoire vive, donc la mémoire qui sert à avoir l'environnement du code qui tourne, mais dès que vous éteignez, tout est supprimé. Donc ce que vous avez écrit en RAM disparaît. Vous allez voir les timers, donc ça j'explique un peu plus après. Vous allez avoir des ports IO, et vous avez essentiellement des ports de programmation, comme le port serial, qui est un petit classique. Bref. Donc il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. Vous avez besoin de mémoire vive pour pouvoir faire tourner votre code, la mémoire morte pour le stocker et stocker d'autres choses si vous avez envie, de timer, j'y viens après, des IO. Généralement, vous allez avoir comme périphérique de base des ADC, Analog Digital Converter, donc des composants, des périphériques capables de lire des tensions analogiques. C'est cool quand on a des capteurs comme avec des signaux analogiques en sortie.
Vous pouvez avoir l'inverse aussi, le DAC pour Digital Analog Converter, qui permet de générer des signaux analogiques. Donc ça, on s'en sert pas beaucoup, on s'en sert généralement quand on fait de l'audio. Mais bon, dans un robot de la coupe, c'est pas intéressant, sauf quand on veut jouer de la shitty flûte sur scène. Je dis pas que c'est déjà arrivé, mais ça arrive en fait. Bon, bref, voilà, il y a généralement tout ce qu'on a besoin. Les timers, c'est un truc important sur le microcontrôleur, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser. Pas forcément aller jusqu'au délire de faire plein de choses avec, mais il faut savoir à quoi ça sert et potentiellement de savoir le configurer. Un timer, de manière simple, c'est un périphérique qui manipule le temps. L'idée, c'est que le timer, il va prendre en entier le signal qui cadence votre CPU et il va faire des transformations dessus pour faire des choses. Ok. De base, un timer, c'est un truc qui va compter. En fait, il va faire des plus 1, plus 1, plus 1. Donc, généralement, vous allez lui donner un signal d'horloge qui est à une fréquence connue, comme par exemple 48 MHz. Et bah, en fait, si vous calculez 48 MHz, ça fait tous les 1 nano 0, ça doit faire 10 nanosecondes. Non, moins. Bon, bref, je n'ai pas le calcul en tête. Il faudrait faire le calcul, transformer la fréquence en période. Mais du coup, à chaque tic de l'horloge, bah, il va faire plus 1 de manière simple. Ou moins 1, ça dépend comment vous l'avez configuré. On s'en sert pour faire beaucoup de choses. On s'en sert pour compter des choses de manière simple. Mais par exemple, on peut lui dire, bah, mon timer, est-ce que tu peux compter que toutes les secondes, tu fasses quelque chose. Donc il va compter. Et comme il connaît la période, il sait que bah, tous les tics d'horloge, c'est par exemple toutes les 0,05 secondes, il va compter jusqu'à que bah, il atteigne à 1 seconde et il va déclencher une action. Donc bah, typiquement, vous avez un compteur de fin de match à gérer sur le robot. Bah, vous pouvez lancer un timer, dire ok, au bout de 100 secondes, tu arrêtes le robot, par exemple. On peut s'en servir pour générer des PWM, ça tombe bien. Il est capable de compter, il est capable de générer, par exemple, générer un signal à 1 ou 0. Et vous pouvez lui dire, bah, tu me génères un signal à telle fréquence, à la fréquence du PWM. Et on peut faire varier la longueur d'impulsion facilement. Donc on s'en sert pour ça. On s'en sert pour faire un watchdog, par exemple, ça peut être intéressant quand on fait des systèmes embarqués. Bon, ça c'est un peu plus avancé. Généralement, c'est très configurable, on peut faire plein de choses avec. Vous pouvez lire la documentation, ça va dépendre des plateformes par contre, pour le coup. Si vous prenez un STM32, vous aurez beaucoup plus de fonctionnalités que sur un Arduino, mais voilà, vous avez pas mal de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est indépendant du CPU. Donc tout ce que vous faites avec, ça n'impacte pas le code du CPU, sauf quand il va avoir l'interaction avec le code justement, mais vous pouvez lui faire des tâches en fond sans impacter le code qui tourne à côté. Il n'y a que les instructions de configuration généralement qui vont avoir un impact. Un mécanisme important qu'il faut comprendre, le mécanisme des interruptions, où bah, l'idée c'est que vous allez faire tourner du code, mais potentiellement vous allez vouloir interrompre le code pour faire des choses. Typiquement, j'ai un adversaire qui se présente devant mon robot, il va falloir que je m'arrête. Comment je fais? Bah, va falloir avoir un mécanisme pour se dire, au moment où je détecte quelque chose, je m'arrête. Enfin, j'indique au code que je dois m'arrêter. Comment je fais ça? Bah, en microcontrôleur, et microprocesseur aussi d'ailleurs, on a le mécanisme d'interruption. L'idée, c'est on va configurer un événement d'après une condition. Typiquement, j'ai un capteur qui passe de 0 à 1. Et quand ça arrive, le microcontrôleur automatiquement sait qu'il y a cet événement qui peut se produire. Il va arrêter le code, sauvegarder ce qui est en train de faire le code, donc sauvegarder ce qu'on appelle l'environnement. Il y a un mécanisme pour ça. Et il va venir appeler ce qu'on appelle l'interrupt service routine ou l'ISR pour venir pour traiter cet événement. Donc il va mettre en pause le code, va passer un morceau de code que vous avez souvent écrit, mal, potentiellement, et il va venir exécuter le morceau de code que vous avez indiqué à faire pendant cet événement. Et une fois que le morceau de code est fini, il va revenir lancer le code. Typiquement, dans le cas de je dois détecter un robot, j'ai un capteur qui me dit qu'il y a quelque chose, je m'arrête, je viens lire le capteur, faire des morceaux de code, par exemple, envoyer à la carte moteur qu'il va falloir qu'elle s'arrête, mettre des variables dans un certain état, puis revenir dans le code. Et là, bah, mon robot va s'arrêter et oui, ça a marché, plus ou moins. Le problème des interruptions, qui est un des problèmes importants, c'est que quand vous arrêtez, il n'y a plus rien qui se passe. Notamment, il n'y a plus d'interruption. Donc, il faut faire en sorte que ce code... Enfin, il n'y a plus d'interruption, ça dépend des architectures. À voir dans la doc, pour le coup. Mais le problème, c'est que vous paralysez un peu votre système quand vous êtes en interruption. Et du coup, il faut faire en sorte que votre code d'interruption soit assez court pour ne pas avoir d'impact. Je vais prendre un exemple typique. Apollo 11, qui s'est posé sur la Lune, a failli se crasher sur la Lune. Pourquoi? Parce que le contrôleur de vol, il avait un petit problème, c'est quand on activait toutes les interruptions, bah en fait, le code qui gère juste le vol ne tourne plus parce qu'il n'y a plus d'interruption. Pas de chance, c'est arrivé. C'est arrivé au moment où le module allait se poser.
tous les capteurs envoyant des interruptions en continu, le code pour gérer la trajectoire du module ne tournait plus. Donc du coup, qu'est-ce qu'ont dû faire les astronautes? Ils ont désactivé tous les modules qui envoyaient des interruptions à la main pendant qu'ils étaient en train d'essayer de se poser, hein, on rappelle, pour que le module reprenne la main et puisse enfin faire les calculs de trajectoire. Donc voilà, les interruptions c'est bien, mais il ne faut pas en abuser parce que généralement, ça peut poser des problèmes. Je vais parler un peu maintenant de famille. Sur les microcontrôleurs, vous en avez une grande variété et chaque fabricant a fait un peu sa sauce. Et du coup, vous avez ce qu'on appelle des familles qui sont, on va dire, le modèle global pour tout un fabricant. Et après, il y a des différents modèles dans cette famille. Bon, bref. Mais j'évoque juste le nom de famille en grand et ce sur quoi vous êtes potentiellement être amené à travailler. Une famille qu'on a beaucoup vue à la coupe, qui est en train de disparaître malheureusement, ou heureusement, ça dépend de comment on se place, qui est les PIC de chez Microchip, qui est une grosse famille qui c'était des microcontrôleurs facilement accessibles qui pouvaient tout faire. C'était le gros intérêt, c'est qu'on pouvait faire tout le robot avec. Donc pendant des années, on a eu du PIC et du PIC à la coupe. Des équipes ont encore du PIC dans le robot qu'on doit faire disparaître. C'est en cours parce que ça nous a posé problème l'année dernière. Mais voilà, c'est un microcontrôleur pas cher, accessible, qui fait tout. C'est super cool. Vous démontez votre machine à laver, il y a sûrement un PIC dedans. On fait toujours du PIC, mais on commence à le faire disparaître vers d'autres plateformes, de passer vers d'autres plateformes, même s'ils en font encore. Malheureusement, une bonne partie de leur gamme commence à disparaître. Eux-mêmes arrêtent un peu et ils maintiennent que les modèles vraiment répandus. Donc il y en a de moins en moins. Voilà. On a l'AVR qui est plutôt bien connu, qui a failli mourir, mais qui a été racheté par Microchip. Justement, il passe du PIC à l'AVR. C'est ça qui est marrant. L'AVR qui était chez ATML, et ATML s'est fait racheter par Microchip il y a 4 ans, parce que justement ATML est en train de mourir. On le connaît beaucoup ce modèle parce que l'AVR, en fait, c'est typiquement ce qu'il y a sur une Arduino. Enfin, ce qui était, puisque avec la nouvelle, ils ont décidé d'arrêter ça. Bon. C'est un peu triste pour eux, mais ils viennent de perdre leur fonds de commerce. Mais du coup, le gros intérêt de la VR, c'est que c'était des microcontrôleurs vraiment simples. Écrire du code dessus, ça prenait 30 secondes pour faire clignoter une LED. Un PIC, c'est un peu plus compliqué. Il faut comprendre un peu plus le fonctionnement du microcontrôleur et c'est plus difficile. Mais bon, voilà, il y avait la VR qui était une bonne alternative sympa pour ceux qui ne voulaient pas non plus passer 4 ans à faire du code. Ensuite, donc la famille qui a pour le coup le plus gros essor en ce moment et que on retrouve partout, qui est l'ARM. Je vais en parler justement d'un des modèles, qui est, je pense, la famille qui va détrôner à peu près tout le monde, qui l'a déjà fait même en fait, et qui a une panoplie de possibilités. On va de microcontrôleurs très simples à des microcontrôleurs ultra avancés qui peuvent faire du réseau de neurones. Et maintenant, on a aussi des microprocesseurs en ARM. Du coup, certains téléphones sont équipés d'ARM. Même maintenant, certains ordinateurs sont équipés d'ARM. Coucou Apple. Voilà, donc une famille qui se développe plutôt bien. On a quelques autres familles qui sont soit pas connues parce que c'est très particulier, soit qui sont mortes. On a Freescale, qui est une plus ou moins grande famille, mais qu'on retrouve surtout dans l'industriel. C'est pas genre si vous cherchez une carte programmable, une carte de démarrage avec Freescale, il n'y en a pas. C'est normal. Cherchez sur Amazon. Il n'y en a pas. Par contre, en industriel, on en a beaucoup. Bon, maintenant, STM32 et l'ARM avec STM32 commence à remplacer, mais voilà, ça se trouve toujours et c'était plutôt intéressant. Et on avait Intel. Intel, ils ont fait pas mal de microcontrôleurs il y a une époque. Maintenant, ils le font plus. Mais c'est eux qui ont lancé les premiers microcontrôleurs avec d'autres boîtes à côté, mais ils ont fait ça et ils avaient gagné pas mal de marché à l'époque. Bref, je vais parler maintenant de quoi? Oui, Raspberry. Mais c'est ARM du coup. Donc c'est assisté. Pour le coup, sur des ARM, la plus grosse boîte c'est ST Microelectronics, mais il y a d'autres boîtes qui font du ARM, comme Raspberry Pi récemment. Développement avec Arduino. Qu'est-ce que c'est Arduino déjà? Arduino, c'est des cartes open source. C'est un fabricant italien qui faisait de l'électronique et ils se sont rendus compte que les gens, généralement, ils font pas d'électronique avant de sortir d'école d'ingénieur. Mince. Pourquoi? Parce que en fait, le matériel pour travailler sur l'électronique, c'était pas super accessible. Il y avait du PIC, il y avait des kits chez PIC, mais c'est pas forcément évident et ça coûte cher et c'est chiant à prendre en main. Ah, c'est dur et les gens, quand ils ont 14 ans, ils essayent de faire clignoter une LED et ils n'y arrivent pas, alors ils abandonnent. Oui, effectivement. Arduino a niché le truc et s'est dit, en fait, on va faire des cartes faciles à prendre en main avec une suite de développement qui permet de faire du code en 3 secondes pour faire clignoter une LED et qui en fait permet à des gens de s'initier à l'électronique ultra facilement.
Et je vais pas vous mentir, voilà, il y a plein de kits comme ça qui existent sur le marché. Comme ça, la caméra verra. Hop, voilà, vous avez par exemple ce genre de kit qu'on peut trouver sur Amazon, AliExpress, enfin n'importe où en fait. Même, je pense que ça sont dans des boutiques maintenant, tellement ça marche. Où dedans, vous allez avoir tout le nécessaire pour. Il y aura une Arduino et il y aura par exemple des cartes de prototypage, des capteurs, des LED. Là-dedans, on a quoi du coup? On a par exemple un moteur pas à pas, on a un potentiomètre, on a 2-3 trucs. Ça doit être des cartes avec des capteurs, on a des LED, une télécommande infrarouge, des condensateurs. Enfin bon, bref, il y a tout le nécessaire pour débuter. C'est bête, mais c'est une bonne alternative pour commencer, donc je recommande ça pour ceux qui veulent vraiment se lancer un peu dans l'électronique. Merci beaucoup. Et du coup, l'idée c'est vraiment, Arduino, en fait, ils sortent une carte. Alors, l'électronique est pas simple dessus, mais on s'en fiche. Le but c'est pas de comprendre ce que fait la carte. Le but c'est de programmer la carte et de faire fonctionner des trucs. Et donc, dessus, vous avez un ATmega, donc le plus répandu, le 328, qui était celui sur lequel ils travaillaient jusqu'à présent. Et il y a un autre microcontrôleur qui est un peu caché. En fait, les gens ne savent pas, mais il y a 2 microcontrôleurs sur cette carte. Et celui-là, en fait, il se charge de faire le truc bête de recevoir le code par USB et de le mettre sur la TMega. Parce que généralement, on ne passe pas par l'USB pour programmer un microcontrôleur. Il faut un niveau d'interprétation entre les deux. Et l'idée, c'est que c'est vraiment pour l'éducation. Enfin, en industriel, arrêtez de mettre des Arduino dans des produits. Ce n'est pas normal. Je ne veux plus en voir, j'en ai marre. Bref, je ne parlerai pas de certains clients, mais voilà. Bref, on veut faire, du coup, on commence, on prend une Arduino et on veut faire le premier truc du monde. Qu'est-ce que c'est? L'Hello World. Généralement, quand vous faites du code, le premier truc que vous faites, c'est printf Hello World. En électronique, on a aussi notre truc qui s'appelle le Hello World de l'électronicien, c'est faire clignoter une LED. C'est bête, mais c'est la première étape. On arrive, on ouvre l'IDE Arduino, qui est un truc vert comme ça. Alors il y en a une nouvelle version, je sais, mais bon, c'est celui qui parle le plus à tout le monde. Et on va venir écrire le code pour faire ça. Il y a 2 grosses fonctions principales quand vous ouvrez votre truc. Vous avez le setup et le loop. Setup, c'est une fonction qui va être appelée au démarrage pour initialiser initialiser votre code. Donc dedans, vous allez mettre par exemple la configuration de toutes les pins de votre microcontrôleur, et initialiser la communication avec des composants, ce genre de choses. Et vous allez avoir le loop. Donc je reprends un peu ce que disait Ness hier, mais voilà. Et vous avez le loop, qui est une fonction qui va être appelée de manière infinie par Arduino. En fait, un microcontrôleur, il fait tourner du code en boucle infinie, et souvent il y a un while true quelque part dans le code. Là, c'est juste la fonction loop qui est représentée par ça. Et du coup, qui va faire tourner votre code. Et donc, derrière, si on regarde un peu ce code, on a pas beaucoup de code pour faire clignoter une LED. Généralement, derrière le code généré sur un microcontrôleur, il y a beaucoup plus de lignes, mais bon, on va passer. On appelle 3 fonctions différentes. On a pinMode, qui est une fonction de Arduino qui permet donc cette fonction-là, qui permet d'initialiser une pin pour dire si c'est une entrée ou une sortie. Actuellement, on voit pinMode LED built-in, qui est juste une variable qui permet de dire le numéro de la LED qui est sur la carte. Et on dit que c'est une output, une sortie. Donc on est en train de dire que je veux que la pin numéro, c'est 13 si je me souviens bien, soit une sortie. Oui, effectivement, on veut allumer une LED, c'est une sortie. Et derrière, on vient appeler 2 autres fonctions. On appelle digital write et delay. Delay, c'est juste une fonction qui permet de mettre en pause le code, de dire j'attends pendant X temps, c'est en millisecondes, donc là 1000 ça fait 1 seconde. Et derrière, on utilise la fonction digital write qui permet d'écrire la valeur d'état sur la pin du GPIO. Donc là, on dit que la pin numéro 13, on la met à high, donc 1 en numérique, et low, 0. Et du coup, ce que va faire ce morceau de code, c'est qu'il va mettre la pin à 5 volts pendant 1 seconde, puisqu'on attend 1 seconde, puis on va la mettre à 0 et attendre 1 seconde. Et donc en boucle, on a une LED qui clignote. Easy. En fait, c'est simple. Je ne vous montrerai pas une version PIC, mais ça va pas être aussi beau, pour le coup. Je vais parler maintenant un peu de STM32. Donc Arduino, c'est bien pour commencer à faire des choses, mais je le conseille. Alors pour la coupe, ça peut encore aller, mais je conseillerais quand même de s'intéresser à ce qu'il y a un peu plus avancé pour pouvoir faire des choses un peu mieux. Parce que Arduino, vous êtes limité sur pas mal de choses, et le problème, c'est que pour faire ce qu'il y a sur l'exemple de code actuellement, ils font pas mal de choses derrière. Il y a beaucoup de code. Et malheureusement, ce code, il ne fait pas forcément des choses bien. J'ai quelques exemples. Genre, vous prenez des servomoteurs. Donc, vous voulez mettre un servomoteur et sur un autre signal, vous voulez vous générer un PWM pour faire d'autres choses. Bizarrement, votre deuxième PWM, le PWM qui est à côté, il va faire n'importe quoi. Oui,
parce que le code de Arduino initialise un peu les trucs à sa sauce et potentiellement ça va rentrer en conflit avec ce que vous voulez faire. Donc dès que vous allez commencer à mettre pas mal de choses sur une seule Arduino, bah, vous allez avoir peut-être des blocages. Il va falloir tripatouiller leur code. Et leur code, il n'est pas forcément très beau à comprendre. Et bah, ça va vous faire abandonner généralement. Donc, ou généralement, les gens vont rajouter une Arduino pour ne pas avoir le problème. Mais bon. Donc, bah, il y a d'autres moyens, il y a d'autres possibilités. Comme je l'ai dit, il y a pas mal de familles. Et je vais en parler d'une autre. Donc, celle que nous, on aime bien. Puisque bah, c'est celle avec laquelle on développe tous les jours à Epita, enfin à Evolutech, puisque bah, on fait que ça. Arduino, on s'en sert pour le prototypage, donc quand on veut faire tourner un moteur pour voir si ça fonctionne. D'ailleurs, on va développer sur STM32. Donc, qu'est-ce que STM32? Donc, c'est un microcontrôleur, c'est une gamme de microcontrôleurs chez ARM qui est produit par ST Microelectronics. Un truc important, ST Microelectronics, c'est un des leaders de composants dans le monde, et c'est français et italien, franco-italien précisément. On a la chance, puisqu'ils sont partenaires de la Coupe, et aussi partenaires d'Evolutech d'ailleurs, j'en profite, merci à eux. C'est une entreprise très sympa et qui est surtout tournée vers l'éducation. Ils sont pas mal tournés vers l'éducation, donc ils font pas mal d'actions pour essayer d'intéresser les gens au développement sur microcontrôleurs, et potentiellement ils donnent du matériel. Si à la Coupe, si vous avez la chance, vous pouvez aller sur leur stand, à la fin de la Coupe, ils donnent toutes les cartes qu'ils avaient avec eux pendant la Coupe. Et du coup, bah, vous pouvez repartir avec un stock complet de microcontrôleurs pour l'année suivante et se dire, cette année, on va faire ça dans le robot. C'est cool. Merci, ils sont très sympas pour ça. Du coup, je recommande beaucoup. Et ils font pas que des microcontrôleurs, ils font beaucoup de produits à côté. Bon, c'est un peu particulier, ils font pas mal pour l'automobile. Mais voilà, vous pouvez aller voir, c'est un bon fabricant. Et en plus, ils font la documentation de qualité, je trouve, par rapport à d'autres. Bon, c'est pas forcément, il y a des fautes, mais ça arrive. Hein. Voilà. Donc, on retourne sur les microcontrôleurs. C'est des microcontrôleurs qui sont très complets. Pour le coup, il y a à peu près toutes les fonctionnalités qu'on souhaiterait avoir sur un microcontrôleur. Des fonctionnalités qu'on aimerait bien avoir sur Arduino qu'il n'y a pas. Par exemple, du CAN. C'est bête, mais on veut développer un bus CAN pour le robot. Avec une Arduino, c'est mort. Enfin, c'est mort. Il va falloir ajouter un composant pour pouvoir faire du CAN. Là, le CAN est intégré de base sur le STM32, donc on peut le faire avec un STM32 sans devoir jouer. On a de l'USB, on a des ports analogiques. Donc là, vous avez toutes les fonctionnalités, par exemple, sur un microcontrôleur qui est le microcontrôleur d'entrée de gamme. Je ne vous parle pas du dernier microcontrôleur qui est dual core et qui est capable de faire du réseau neurone. Là, je vous parle d'un microcontrôleur pour faire clignoter une LED. Et là, niveau fonctionnalité, on est beaucoup plus que sur une Arduino. Donc, très intéressant. Et surtout, c'est pas cher. Quand je dis pas cher, cette carte-là, vous l'achetez sur AliExpress. Alors, c'est pas une carte officielle STM Microelectronics. Et le microcontrôleur, généralement, est un rebut d'usine qui n'est pas vendu par ST, mais bon, c'est pas grave. Mais généralement, cette carte, elle se trouve à $2 sur AliExpress. $2, c'est plus intéressant. Genre, vous en achetez une vingtaine et vous faites votre robot avec, c'est cool. Ça vous a coûté $40 et voilà. Et l'idée, c'est vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Enfin, voilà. Vous avez une grande variété de cartes disponibles, enfin une grande variété déjà de microcontrôleurs. Hein. Je ne vais pas mentir, le portfolio de STM32 est beaucoup trop grand et c'est dur de connaître tous les modèles. Et justement, il y a beaucoup de cartes disponibles. Les STM32, ça a explosé. Donc il y a des cartes à peu près partout, soit des cartes officielles, soit pas officielles. J'ai mis 3 exemples qui sont très répandus. Le dernier exemple, donc la Blue Pill, qui est une carte pas très chère que vous pouvez trouver sur AliExpress, vous la trouvez à 2-3 $. Au milieu, vous avez la Nucleo, qui est une carte pour l'éducation qu'on retrouve pas mal et que généralement dans l'industrie, on utilise ce genre de carte pour prototyper avec le STM32 de notre choix avant d'aller faire une carte plus compliquée. Et derrière, vous avez la Discovery, qui est une carte un peu plus avancée, qui a des fonctionnalités conséquentes. Par exemple, sur celle-là, il y a un port jack pour faire du son. Alors que sur la Nucleo, vous allez avoir vraiment que des boutons, des LED. Enfin voilà. C'est un peu plus cher, mais c'est intéressant. Le gros intérêt, c'est que si vous prenez les deux premières, donc la Discovery et la Nucleo, elles ont le programmateur nécessaire pour faire le code sur le SM32 intégré. Ce qui n'est pas le cas sur la Blue Pill. Donc il faudra un programmateur externe. Mais voilà. Et c'est accessible. Le prix de la Blue Pill, c'est $3. La Nucleo, vous l'avez à 12 €, je crois. La Discovery, elle monte à 15 €. Donc, c'est pas donné, mais c'est accessible pour le coup par rapport à d'autres cartes. Si vous prenez une carte de programmation PIC, vous allez taper dans les 30 €. Oui, ça fait mal. Et 30 €, je parle à l'époque, maintenant comme ça se trouve de moins en moins, bonne chance pour trouver. Et il n'y a pas le programmateur intégré sur PIC, en plus. Architecture type. On reprend ce qu'on a vu sur la slide et c'est la même chose. Ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est la même chose sur tous les microcontrôleurs et sur ST, on est sur un truc similaire. C'est le moment où il faut faire du tracking. L'idée, c'est si vous prenez, du coup, vous avez un magnifique,
vous avez une magnifique architecture et vous voyez que le CPU est en haut à gauche et au milieu, on a bien le bus. Alors, particularité chez STM32, il le sépare en 2 bus, mais c'est le même bus au milieu pour connecter tous les périphériques que vous avez. On retrouve du coup la mémoire morte, elle est tout en haut, la flash, 128 kilobits sur ce modèle-là. Je crois que c'est un F103, donc celui qui est sur la Blue Pill, je crois que j'ai mis. Vous avez de la RAM, 20 kg, donc ce qu'il faut pour faire tourner du code. Et après, tous les périphériques. Donc vous avez du serial, vous avez des GPIO classiques, vous avez du SPI, des timers. Donc sur celui-là, il y a 5 timers sur celui-là. Il n'y en a pas plus normalement. Il doit être caché. Vous avez d'autres serials, il y a 3 ports serial sur celui-là, donc c'est pas mal bien fourni, du SPI, de l'I2C, du buscan, de l'USB, de quoi rajouter de la RAM. Vous pouvez rajouter de la RAM sur celui-là, si vous avez envie. Enfin bon, bref, voilà, il y a plein de choses, un ADC aussi, ça c'est un peu classique. L'idée, c'est que tous les microcontrôleurs vont un peu se ressembler. Ce qui va être différent, c'est de la façon dont vous allez interagir avec les périphériques. Mais si vous prenez un datasheet, vous allez vite comprendre ce que vous avez d'accessible ou pas comme fonctionnalité. Donc chez ST, de toute façon, vous prenez un microcontrôleur, vous mettez l'un à côté de l'autre, ils vont avoir la même gueule généralement sur l'architecture. C'est juste le nombre de périphériques qui va changer. Voilà, merci pour le suivi. Hops. Les outils fournis, ST fournit beaucoup d'outils. C'est cool pour pouvoir développer. PIC, c'était pas le cas. Donc, c'était plus ou moins le cas. Vous avez un magnifique IDE que je ne recommande pas du tout parce que vous allez pleurer. Mais vous avez du coup chez ST des outils pour prendre facilement en main la techno. Vous avez CubeMX qui permet de générer des projets, les projets de base et qui vous permet par exemple de faire la préconfiguration des périphériques. Typiquement, vous pouvez déjà configurer votre PWM dans ce logiciel au lieu d'aller le faire avec du code directement. C'est plutôt cool. Vous pouvez dire que vous voulez que ces pins, les GPIO, je sais pas, 1, 4, ça soit des sorties, et le 5 et le 6, ça soit des entrées par exemple. Enfin bref, je vous montrerai après. Je vais faire une petite démo, mais voilà, vous pouvez faire ce genre de choses. Et vous avez CubeIDE, qui est donc un IDE basé sur Eclipse. Bon, généralement, tous les fabricants, enfin quasiment tout le monde, quand ils font un IDE, en fait, c'est basé sur Eclipse d'ailleurs, parce que voilà. Et qui vous permet donc de programmer le microcontrôleur, de développer votre code. Vous pouvez utiliser un autre outil, mais celui-là, c'est celui que recommande ST, enfin qui fournit ST. Et ça permet aussi de débugger. Vous pouvez pouvoir débugger, voir l'état de votre microcontrôleur en temps réel et voir ce qui se passe. Il y a plein de fonctionnalités intéressantes et c'est plutôt cool. Et potentiellement, cette IDE peut incorporer CubeMX. Vous pouvez installer le plugin et en fait, je crois qu'il y a installé de base maintenant. Et vous pouvez faire la configuration de projet en fait depuis directement le projet. Et vous pouvez même modifier le projet et régénérer le code derrière et continuer. Vous allez avoir besoin d'un programmeur. Il y a plusieurs façons de programmer un STM32. Pour le coup, ils ont fait le taf là-dessus. De manière simple, le serial, vous pourrez programmer en serial, en DFU, qui est une extension du serial particulière, ou le JTAG, qui est un mécanisme qu'on utilise beaucoup dans l'industrie, que vous retrouverez sur pas mal de microcontrôleurs, quasiment tous même. Et le ST-Link, qui est le modèle, qui est l'interface que eux, ils ont mis en place. Donc de préférence, il vaut mieux utiliser ST-Link parce que c'est la méthode standard qui est disponible sur tous les ST en fait. Sur tous les STM32, vous avez le ST-Link de garantie. Le JTAG, pas forcément. STM32 fournit des sondes, mais si vous prenez une carte comme une Nucleo ou une Discovery, il est déjà intégré. Donc c'est cool, j'ai pas besoin d'acheter le debugger en plus, sachant qu'il n'est pas forcément donné. Voilà. Et par contre, l'intérêt, c'est que le ST-Link, ils sont allés très très loin maintenant. Vous pouvez faire de l'émulation avec. Vous pouvez émuler un buscan pour tester des choses sans avoir le buscan de connecter sur la carte. Voilà, ils ont fait des trucs, hein, ils sont allés un peu loin là-dessus. Il y a trop de fonctionnalités maintenant. Et j'arrive même plus à suivre à force. On va faire le Hello World, manière simple. Hello World, j'ai ouvert CubeMX. Donc la fenêtre de l'image de gauche c'est CubeMX et l'image de droite c'est dans CubeIDE le code. J'ai ouvert le truc de CubeMX à gauche et j'ai choisi mon modèle de STM32. C'est un F303K8, donc une carte qu'on utilise chez nous par exemple. Et je suis venu en fait, il m'a configuré des choses par défaut parce que j'ai pris une carte, on a pris une carte que vend ST, donc il nous avait déjà donné une préconfiguration. Et en fait, ce que j'ai venu faire, c'est j'ai venu regarder où je voulais brancher une LED, et je suis juste venu cliquer dans le logiciel et dire je veux que cette pin soit une sortie. Ok. D'ailleurs, j'ai appuyé sur un bouton magique qui m'a généré le projet, et je suis allé ouvrir le code, et j'ai juste rajouté 2 lignes de code. J'ai rajouté une ligne qui permet de changer l'état de la pin. Donc si elle est à 0, elle passe à 1 et inversement de 1 à 0. Donc la fonction toggle. Où je lui dis le GPIO B, parce que là il s'appelle PB3 pour porte B.
parce que les GPIO sont répartis en banques, et le numéro de la pin 3, donc port B, pin 3. Et après, j'ai attendu pendant une délai, comme sur l'Arduino, j'attends pendant 1000 millisecondes, donc une seconde, et avec ce code-là, je fais clignoter une LED. Et pour le coup, alors c'est plus avancé que sur une Arduino, mais c'est pas si difficile à prendre en main, et à force, vous arriverez, si vous essayez, vous arriverez à faire quelque chose. J'avais dit que je faisais un exemple, donc on va tenter de faire un petit exemple. Je prends... je vais devoir le faire avec une main. Donc j'ouvre CubeMX. Allez. Tant bien, j'avais tous les outils sur mon ordi de boulot. Hop, j'arrive et je vais venir choisir une board, parce que j'ai décidé de commencer avec une board de développement. C'est cool. Bon, ça prend un peu de temps parce qu'il cherche tout le catalogue. Et il me fait une mise à jour en plus. Chouette. Voilà. Allez, allez. Voilà. J'arrive sur une magnifique fenêtre où j'ai accès à toutes les boards. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Allez, 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 voilà. C'est souvent leur board, mais ils incorporent des boards d'autres fabricants. Ils sont sympas là-dessus. Je cherche la board par rapport à la référence. Donc, par exemple, la Nucléo que j'avais juste avant, donc celle-là. Ok. Donc on peut voir les caractéristiques, voilà, si vous cherchez. Il y a un comparateur, donc vous pouvez aussi faire des comparaisons par rapport à ce que vous avez besoin et il pourra vous sortir le modèle que vous avez besoin. Et vous dit que par exemple le STM32 qui est sur ce modèle-là, c'est celui-là, le F303 K8T6. STM32 sépare un petit peu, il y a plusieurs modèles. Il y a le F1, F3, F4, F7 qui sont donc les modèles mainstream. Plus le numéro est gros, plus il y a de fonctionnalités, plus c'est puissant. Et vous avez d'autres familles comme les G1, G4, G7. Non, il n'y a pas G7, G4. Et je crois que j'ai que G4. Je ne sais pas s'il y a G1. Qui est un peu plus avancé, qui ont des fonctionnalités hardware un peu plus intéressantes. Et vous avez les H pour les hautes performances, où là, c'est surtout du H7. Et il y a H4 aussi, qui sont disponibles. Et ils sortent de nouvelles familles. Ils ont sorti une famille pas chère, là, C, où le truc est à 1$ pièce. Enfin bref, voilà. Là, vous voyez que là, il nous a dit que le prix du marché, c'est 10,32 $ pour la carte. Cool. Hop. Il me demande si je veux initialiser avec les périphériques par défaut. Oui, comme ça, je ne fais pas d'erreur. Donc là, il va me loader un projet de base. Voilà. Du coup, avec une magnifique représentation du microcontrôleur. Et on voit qu'il y a des choses qui sont déjà activées. On a un serial qui est activé, qui est le serial pour le debug, parce qu'il y a un serial standard sur cette carte. Donc quand vous branchez en USB, vous pouvez voir ce qu'écrit la carte et lui envoyer même. Et vous avez ça, SWCLK et SWDIO, qui sont les deux signaux pour programmer la carte. Donc ça, il ne faut pas y toucher. Donc j'ai envie d'avoir une LED sur PP3. C'est là où il y a la LED sur la carte par défaut. Donc je clique et il me propose toutes les fonctionnalités disponibles. Ok. Moi je veux que ça soit un GPIO output. Voilà. Je peux même lui donner un nom si j'ai envie. Ah, ça va être pas facile avec. Voilà. On peut même lui donner un petit nom. Comme ça dans le code on peut trouver LED, il le trouvera. Ouais. On peut activer plein de fonctionnalités. Pour le coup, ça va être à vous d'un petit peu de voir ce qu'il y a. Que ce soit des fonctionnalités pour le système, donc je ne vais pas évoquer, mais vous pouvez activer les interruptions via ce logiciel et dire que je veux telle interruption sur tel truc. Bon. Vous avez les fonctionnalités, tout ce qui est analogique, donc ça va être les ADC, donc les périphériques qui sont en charge de la conversion des signaux analogiques, les DAC pour générer les signaux, pour générer des signaux analogiques pour le coup. Vous avez la configuration de tous les timers, donc vous pouvez venir et configurer un timer facilement ici. Voilà. Bon, je vais pas évoquer ça, mais c'est une fonctionnalité, c'est important de le faire, de comprendre comment ça fonctionne au bout d'un moment. Vous pouvez activer tous les bus de communication qui est disponible, donc que ce soit le buscan, hein, c'est vraiment genre, hop, j'ai le buscan activé et il me l'a assigné à des pins. Super. Et après, vous pouvez faire toute la configuration pour la vitesse du bus juste ici. Hop, on enlève ça. Le bus I2C, même chose. L'UART, il y en a un qui est déjà configuré. Ça tombe bien, c'est le port de debug. Par contre, ils l'ont mis en 38400. C'est pas ouf, mais bon, on n'a pas trop le choix parce que c'est comme ça. Vous avez d'autres choses particulières. Vous avez l'arbre des horloges. Alors ça, c'est un concept avancé. En gros, vous avez le signal d'horloge qui va cadencer le CPU. Donc ici, il est de 8 MHz sur la carte. Et derrière, vous avez des possibilités de transformer ce signal d'horloge pour atteindre à d'autres vitesses. Typiquement, si je voulais, je pourrais lui demander de mettre à une vitesse un peu plus élevée, à 16 MHz là-dessus. Bon. Bref, pour démarrer, il n'y a pas besoin d'y toucher normalement. C'est un peu plus tard. Bon, on va créer notre projet, donc test. On va pas le mettre dans mes trucs, dans mes projets, on va le mettre dans un projet à part. Tiens, voilà, ici.
apps, on peut configurer 2-3 autres trucs. Qu'est-ce qu'on veut utiliser comme IDE? Donc moi je vais utiliser CubeIDE. Vous avez d'autres fonctionnalités, mais pas besoin de trop d'y toucher. Voilà, si vous voulez vous balader un peu dedans. Il y a des outils qui sont disponibles pour notamment calculer la consommation du CPU pour faire des estimations. Bon, mais pas besoin. On génère le code. Donc là, il va venir me générer le projet de page avec du code préécrit. Et je vais ouvrir déjà CubeIDE en attendant. Donc ça s'ouvre. Hop. Bon, il est en train de me générer tous les fichiers. Waouh. Allez. Voilà. Hop, il a fini. J'ai CubeIDE ouvert et s'il y a du code qui apparaît, on va espérer que non. Voilà. On va fermer tout. Bon, j'ai déjà du code qui apparaît parce que j'ai des trucs. Voilà. On peut importer le projet. Donc, il s'appelle test, c'est ça? Voilà, test. Donc là, il m'a généré un projet avec plusieurs fichiers. On a le projet MX, le fichier MX qui vous permet de le rouvrir, de le éditer après et de régénérer le code. Ça vous permet de, par exemple, dire j'ai oublié de configurer tel GPIO, bah ok, je vais le configurer et je peux régénérer. Pas besoin de tout refaire. Et bah, vous avez des projets pour importer dans CubeIDE, donc je vais l'importer dans mon CubeIDE. Hop, je double-clique et il me dit j'ai réussi à l'importer. Waouh! Du coup, j'ai un projet test. Donc je peux aller dessus et je peux le compiler si j'ai envie. Bon, il va me dire qu'il va compiler parce que j'ai rien fait, j'ai fait aucun ajout de code, donc le code de ST compile normalement. Et vous voyez qu'il y a plusieurs trucs qui sont apparus. On a Driver qui est un dossier avec tous les drivers particuliers pour faire fonctionner votre carte, notamment la HAL. Je ne l'ai pas évoqué, mais du coup ST fournit un truc qui s'appelle la HAL pour Hardware Abstraction Layer, qui est en fait une bibliothèque qui permet de manipuler les périphériques du CPU. Donc, enfin de manipuler les périphériques de votre STM32. Donc c'est tout ce code qui va vous permettre de juste faire toggle un GPIO. Mais si vous allez regarder d'ailleurs, il y a beaucoup de code qui est exécuté pour écrire des valeurs à des bons endroits dans les registres du microcontrôleur pour faire des choses. L'intérêt, c'est que là, nous, on s'en fiche pour le coup, on veut juste faire clignoter une LED. Ok. Vous avez ensuite debug, c'est un fichier qui est généré avec tout ce que vous générez pour programmer la carte, mais là, on s'en fiche. Et vous avez core. Core, c'est le code de base. Généralement, moi, je conseille de faire un autre dossier de l'incorporer, mais pour démarrer, il n'y a pas besoin. Et vous avez Inc et SRC. Inc, c'est pour les fichiers include, donc pour ceux qui n'ont pas fait de C, c'est les fichiers de définition pour dire j'ai des fonctions qui vont s'appeler comme ça. Et SRC, c'est les fichiers de code où on va mettre notre code. On va ouvrir le main, je ne vais pas ouvrir le reste parce que là il y a beaucoup de choses à expliquer. Voilà. Et vous allez voir que le fichier, il y a beaucoup de texte. Déjà, ils mettent une description automatique de ce que c'est et surtout ça vous dit que ce fichier a été généré automatiquement. Et vous avez plein de commentaires avec marqué user code begin, user code end et une indication de ce que c'est. C'est à cet endroit-là où vous devez écrire votre code. Si vous écrivez votre code en dehors et que vous régénérez le projet avec CubeMX, le code va disparaître. Donc, toujours se mettre entre les balises user code begin, user code end. Le CubeMX sait qu'il n'aura pas et qu'il ne devra pas remplacer ce code-là. Hop, on va se balader et on a la boucle, la fonction main, donc qui est le point d'entrée du programme, la première fonction qui est appelée dans le programme. Pour simplifier, on ne va pas rentrer dans les détails. Et vous voyez qu'il y a un peu de code qui est là, mais il y a tiens, une boucle while 1, donc while true, donc une boucle infinie. Ça ressemble au loop de Arduino. Exactement. Et il appelle quelques fonctions. Bon, il appelle une fonction pour init la HAL, parce qu'il a besoin de faire 2-3 trucs en mémoire. Il initialise les signaux d'horloge du CPU pour le cadencer. Et derrière, il vient configurer les GPIO, configurer le serial parce que le serial est activé, et rien d'autre. Vous avez les fonctions pour voir un peu ce qui se passe derrière, mais genre par exemple, si on prend l'initialisation du GPIO, on voit qu'actuellement, il active un GPIO sur un truc qui s'appelle LED GPIO port et LED pin. Ah bah tiens, c'est pas ma LED, c'est pas ma pin de LED? Si. C'est exactement ça. Et il vient faire des configurations par rapport à ce que vous lui demandez. Pour de base, on n'a pas trop besoin de s'y pencher, mais voilà. On arrive et du coup, je vais juste rajouter du code. Donc, je vais aller me mettre à l'endroit où il faut, après le begin, et on va écrire ce qu'il faut. Alors, je vais juste essayer de tenir. Alors, je sais pas, je vais le faire avec une main. Allez, c'est parti. Je vais aller juste super lentement. Al GPIO, je connais le nom des fonctions, heureusement. Toggle pin. Et derrière, je vais. Ouf, faut pas que je fasse de faute en même temps. Et derrière, je vais venir rajouter ce que j'ai besoin comme argument dedans. Donc ça doit être LED
GPIO port, je ne me trompe pas. Oui, LED GPIO port, mais port en minuscule, enfin comme ça. Et après, il y a LED. Et c'est quoi? Ça doit être LED, tac, LED pin, tout court. Pourquoi ils n'ont pas mis LED pin? Donc là, j'indique au code, j'indique au STM32 que je veux qu'il change l'état de la pin sur laquelle j'ai branché ma LED. OK. Et derrière, va falloir attendre, sinon il va faire ça en boucle en étant super vite. Et donc, je vais juste lui dire, je veux attendre. Hops. Pendant un certain temps. Donc là, actuellement, c'est en millisecondes. Donc je mets ça, à le délai. Et là, je peux compiler et je vais avoir un code qui est généré. Et d'ailleurs, je pourrais venir sur le STM32 flasher le code et ça va la LED va clignoter. J'ai pas de STM32 sous la main. On aurait pu aller en chercher une locale, mais comme la conférence, j'arrive au bout du temps pour ma conférence, je vais pas faire plus. Mais voilà. C'était un peu voilà la base pour pouvoir réussir à développer là-dessus. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez commencer par ça. C'est la base et ça marche plutôt bien. Tac. Ah tiens, on peut lancer un timer, c'est marrant ça. Hops, du coup, en conclusion, je dirais juste, va falloir passer par ce travail-là, de faire un choix d'une plateforme, de voir comment ça fonctionne. Généralement, je vais conseiller de prendre des cartes de dev qui sont fournies soit par le fabricant, soit à côté, pour essayer. Avant de commencer à faire une carte où je vais souder mon microcontrôleur et faire des choses. Généralement, ils se ressemblent quand même un peu tous. Ce qui va différer un peu, c'est comment je vais le programmer. Donc regardez bien, faites votre choix avec on va dire des raisons valables, pas juste il est joli ce microcontrôleur, c'est pas une raison. La raison du coût est valable, la raison de la simplicité est valable. Voilà, prenez quelque chose qui vous convient et surtout qui convient à votre usage. Si vous prenez un ATmega, vous allez être vite limité, je pense, sur les fonctionnalités et le jour où vous allez vouloir intégrer un capteur un peu compliqué, vous allez faire mince, je peux pas. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de présenter? Vous n'avez pas parlé donc notamment des modes sleep sur les microcontrôleurs qui permettent notamment de diminuer, de mettre le composant en veille et notamment pour l'exemple du clignotement, plutôt que d'attendre de faire rien pendant une seconde, le mettre en veille et être réveillé par le timer. Hello. Oui, effectivement, certains microcontrôleurs, alors pas tous, et c'est même une fonctionnalité qui n'est pas forcément très présente, mais sur STM32, pour le coup, ils l'ont tous. Il est possible de dire au microcontrôleur de s'endormir. Quand il fait ça, il va en fait couper quasiment tout ce qui se passe sur le microcontrôleur, juste le minimum pour pas que le code s'arrête. Et déjà, ça va réduire la consommation, puisque vous n'aurez plus grand-chose qui tourne. Et de deux, ça vous permet de pouvoir faire ça plus simplement. Là, ce que je fais avec le HAL-délai, d'ailleurs, le code, il fait un truc belt où il va regarder quand est-ce que j'ai appelé la fonction et il va attendre, d'avoir atteint le moment où il y a assez de temps s'est écoulé. Et effectivement, quand on fait ça, le code ne fait rien d'autre. Quand on sleep, on va faire au moins de l'économie, mais si potentiellement, je veux faire clignoter une LED en ayant du code qui tourne en même temps. Donc potentiellement, ce que je pourrais faire, c'est utiliser un timer, configurer un timer pour lui dire, au bout de 1000 secondes, tu changes l'état de la LED. Je pourrais vous le faire dans le code là si vous voulez en même temps, pour montrer, mais on n'a plus trop le temps, je crois. Ouais, effectivement, je déborde déjà sur la suivante. Mais l'idée, c'est qu'il y a plein de façons de faire. Là, j'ai montré la façon simple de faire clignoter une LED. Quand on fait avec une Arduino, c'est comme ça qu'on va faire. Mais pour le code plus tard, il va falloir commencer à réfléchir à des choses plus intelligentes. Comme l'a expliqué Ness hier, quand on va faire du code, il ne faut pas faire du code ce qu'on appelle de manière bloquante, ça veut dire du code qui s'arrête quand on fait quelque chose. Il faut faire du code qui permet de faire des choses de manière asynchrone et qui va permettre notamment de pouvoir faire tourner des morceaux de code à côté. Sur le robot, typiquement, vous allez vouloir avoir la détection qui fonctionne en continu pendant que votre robot est en train d'exécuter la liste d'actions que vous avez prévues pour faire fonctionner. Et le but, c'est que la détection va arrêter l'exécution des actions du robot quand vous allez rencontrer un adversaire pour dire « il y a un adversaire, il faut que tu t'arrêtes et que tu attendes que l'adversaire s'en aille ». Donc il y a des choses à gérer et c'est une des choses qu'on doit prévoir quand on fait du développement embarqué. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay. Bon, je vais laisser le prochain intervenant venir.